Bonjour à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous accueillir en ce deuxième jour de la 10e édition de notre Sommet de la Connaissance. Le Sommet de la Connaissance. Ce lieu rassemble les acteurs de la pensée et les spécialistes venus des quatre coins du monde, sous une seule et même bannière, ici à Dubaï. Aujourd'hui, nous avons une session qui débutera dans quelques minutes, si Dieu le veut. Nous parlerons de la santé mentale, ce terme que nous entendons souvent, sans nous attarder sur ses détails et son importance capitale dans nos vies. Vous voyez ma collègue Maha, elle a un appareil sur la tête, on dirait un robot. Non, ce n'est pas un test cérébral aujourd'hui, ou quoi? Il va lire. C'est dans ta tête. Je dis qu'il faut laisser de côté les histoires d'hier, car de nombreux détails vont émerger et nous les connaîtrons. La santé mentale, beaucoup de gens peuvent la considérer comme un simple luxe. Pause. D'autres pensent que c'est juste une question d'humeur, bonne ou mauvaise. Pause. Non, c'est bien plus qu'un luxe dans nos vies. Pause. C'est la santé mentale, le fondement même de notre équilibre et de nos relations avec le monde. Pause. Mais nous attendons toujours un peu. Afin que le nombre soit complet et que nous puissions parler de la santé mentale, qui n'est pas moins importante que la santé, disons, physique ou organique, et d'autres aspects. Moi, Samia Mourad, je tiens toujours à... Pour être honnête, je parle de la santé mentale dans mon domaine professionnel, mais aussi dans ma vie personnelle. À quel point c'est crucial, n'est-ce pas? Et en tant qu'animatrice, nous abordons très souvent le sujet de la santé mentale. Et même les relations que nous entretenons avec notre entourage ont également un impact sur nos interactions et sur notre bien-être psychologique. Aujourd'hui, nous sommes ensemble. Le Dr James Hewitt, l'un des fondateurs du laboratoire de travail de la connaissance, va nous parler d'une session qui porte le titre « La performance régénératrice. Comment s'épanouir dans un monde constamment connecté sans pour autant sacrifier notre bien-être mental ?» Je suis vraiment très enthousiaste à l'idée de découvrir les avancées de cette science et de cette approche de la santé. Et nous avons avec nous notre cobaye, Maha. Out. S'il vous plaît, nous allons commencer dans un instant. La session sera entièrement traduite. Si vous mettez vos écouteurs, s'il vous plaît, choisissez le canal 1 pour la traduction en langue arabe. Nous allons parler et voir où en est notre santé mentale. Alors, je voudrais juste dire que je ne suis pas James Hewitt, soit dit en passant. Ce que j'aimerais faire, c'est vous présenter un événement vraiment très spécial. Non seulement vous aurez l'occasion d'entendre James dans un instant, mais si vous souhaitez poursuivre et avoir une conversation entre vous à propos de sa conférence, avoir une conversation avec James lui-même, vous avez peut-être remarqué que juste à côté, nous avons un autre stand intitulé Knowledge Café. Et à l'intérieur, si vous avez jeté un coup d'œil, vous trouverez de petites tables rondes et de petites chaises blanches. Vous êtes ensuite les bienvenus pour nous rejoindre pour une conversation dans cette salle. Et si vous nous rejoignez, je vous expliquerai comment tout cela fonctionne. Mais, ça ne peut pas faire de mal, si vous aimez la conversation, si vous aimez rencontrer des gens, si vous aimez le réseautage, si vous aimez explorer de nouvelles idées, c'est une excellente occasion de le faire. Et c'est la toute première fois que nous organisons cela ici, au Sommet du Savoir. Alors, vous êtes les bienvenus à vous joindre à nous. Mais comme on dit toujours, sans plus tarder, je vous passe la parole à James. James ? Merci beaucoup. J'ai bien noté. Merci. Alors, c'est un immense plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui à Dubaï. Comme vous venez de l'entendre, je suis le docteur. Je suis James Hewitt et je suis un scientifique spécialisé dans l'étude de la performance humaine. Au cours des 20 dernières années environ, j'ai eu le privilège de travailler avec un très large éventail de sportifs de haut niveau, allant du cyclisme professionnel au ski alpin, en passant par le sport automobile, y compris la Formule 1. Mais aujourd'hui, pour commencer, j'aimerais que vous utilisiez votre imagination un instant. J'aimerais que vous visualisiez une scène. Imaginez que vous êtes assis à côté du bureau d'un travailleur du savoir, quelqu'un dont la pensée est le métier. Imaginez que cette personne s'appelle Sarah. L'horloge murale de son bureau est sur le point de sonner 22 heures. C'est la 3e nuit cette semaine que Sarah travaille si tard. Elle est assise devant son portable, le visage éclairé par la lumière bleue de l'écran. Son smartphone vibre. C'est un message de son mari qui lui demande si elle rentrera dîner. Encore quelques courriels à traiter, répond Sarah. Elle se laisse tomber en arrière dans son fauteuil et pousse un long soupir. C'est toujours la même chose.
encore quelques courriels. N'est-ce pas? Ça vous dit quelque chose? Eh bien maintenant, imaginez une scène différente. Nous sommes à côté du bureau d'un autre travailleur du savoir. Appelons-le Michael. L'horloge murale du bureau de Michael est sur le point de sonner 17 heures. Mais bien qu'il soit 5 heures plus tôt, dès que cette horloge sonne 17 heures, Michael ferme le couvercle de son ordinateur portable avec un geste de finalité cérémonielle. Il prend son ordinateur, il le met dans son sac. Il sort du bureau d'un pas décidé. Certains diraient « Bonne limite, Michael, bravo ». Mais la vérité, c'est que Michael réagit par peur. Vous voyez, il y a quelques mois, un ami proche de Michael a fait un burn-out. Alors, Michael s'est juré que cela ne lui arriverait jamais. En conséquence, il a pris un recul considérable par rapport à ses responsabilités. Il ne s'implique plus du tout dans les projets supplémentaires. Les gens ont même cessé de lui demander des conseils. Certes, Michael travaillait moins d'heures désormais, mais il se sent complètement déconnecté. Il pensait que sa qualité de vie s'améliorerait, mais en réalité, il prend moins de plaisir à sa vie et à son travail. Michael et Sarah sont tous deux confrontés à un défi que beaucoup d'entre nous ont déjà expérimenté. L'hyperconnectivité, ce travail sans cesse actif. Ils y ont réagi de manière très différente. À une extrémité du spectre, nous avons Sarah, qui présente des symptômes d'épuisement professionnel. À l'autre extrémité du spectre, nous avons Michael. On pourrait le décrire comme désengagé et complètement déconnecté. Mais ils partagent tous deux Et de l'autre côté, on a Michael qui est checked out. Donc c'est qu'il ne veut plus faire partie de ce travail pour quelqu'un d'autre. 50% des travailleurs présentent des signes d'épuisement professionnel, tandis que 50% se désengagent. C'est surprenant, parce que c'est les personnes, les zones de travail mettent énormément d'investissement dans le bien-être. Donc, dans un secteur du bien-être au travail, on met environ 60 milliards de dollars et un flot incessant dans des conseils d'optimisation qui inondent les réseaux sociaux. On passe beaucoup de temps sur les suppléments, sur les pratiques de bien-être, mais on n'est pas assez satisfait. Est-ce que vous avez vu ça dans votre propre organisation? Est-ce que vous avez eu cette expérience de vous-même? Je pense qu'on peut être d'accord qu'il y a quelque chose par rapport au travail et la vie qui ne marche pas. C'est un paradoxe que j'ai énormément de curiosité et que je suis très fascinée. Mais c'est aussi très personnel. Je me souviens que j'aime beaucoup les choses qui vont à une vitesse élevée, comme les voitures, les fusées. J'ai découvert ce sport que j'étais très très heureux de savoir si on pouvait arriver à une vitesse très rapide avec le road speed cycling. J'étais fascinée par cette idée qu'on pouvait améliorer notre performance humaine. Et c'était un rêve ce n'est pas seulement une théorie pour moi. C'est profondément personnel puisque j'ai passé plusieurs années dans le sud de la France à poursuivre mon rêve de devenir cycliste professionnel. J'ai d'ailleurs fait quelques courses, mais je voulais l'effort plus l'optimisation et la performance optimale. Cet algorithme semblait bien fonctionner. Lorsque ma carrière de cycliste n'a pas fonctionné, je suis retournée à l'université, j'ai créé ma propre entreprise de coaching et j'ai finalement rejoint une start-up prometteuse spécialisée dans la performance humaine. J'ai voyagé dans le monde avec
dans lequel je travaillais avec des athlètes et des hommes d'affaires de haut niveau du monde entier, dans les écuries de Formule 1, aux entreprises de classement de Fortune 500. À ce moment-là, je travaillais également sur un doctorat, j'essayais d'être un bon parent pour mes 2 fils, j'essayais d'être un bon partenaire pour ma femme. J'avais des grands objectifs, beaucoup d'ambition, mais je déployais énormément d'efforts pour jongler avec toutes ces responsabilités. Pourtant, j'étais convaincue que je pouvais garder le contrôle de la situation. Mais j'ai juste besoin de plus d'efforts et d'une meilleure optimisation. Mais pour être honnête, en coulisses, ça ne fonctionnait pas de cette façon-là. Un jour, un matin, ma réalité soigneusement construite, une douche, une tumeur que j'ai ressentie, un diagnostic qui changeait tout. Certains d'entre vous ici ont peut-être déjà vécu cela ou que connaissent quelqu'un qui l'a vécu, mais le cancer ne respecte pas l'algorithme d'optimisation. Pour moi, quand j'ai su que j'avais le cancer, j'avais l'impression qu'on avait mis un bâton dans les rayons de mon vélo et je me suis retrouvée à voler dans les airs. Mais cette fois-là, je n'étais pas atterri sur le tarmac. Je me suis retrouvée dans un grand fauteuil dans une salle de chimiothérapie. Assis là, j'ai été forcée de réfléchir. Et je me suis rendu compte que c'était la première fois dans une vingtaine d'années que je m'arrêtais vraiment. Cela m'a forcé à faire face à certaines vérités difficiles. Tous ces efforts et ces optimisations ne fonctionnaient pas. Peut-être que ce n'était jamais le cas. J'ai également posé une question difficile. Et si ces protocoles visaient davantage à maintenir une illusion de contrôle que atteindre des performances optimales? Donc, quelle était la voie à suivre? Heureusement, maintenant, je suis complètement guérie. Et j'ai eu plus de temps à penser maintenant que je ne pouvais pas continuer à rouler 1 million de kilomètres par heure en étant constamment connecté. J'ai réalisé que la vraie performance ont toujours partagé quelque chose en commun. Ce n'était pas une question d'effort et d'optimisation, c'était un effort et la régénération. Donc, on devait approcher cette performance régénératrice qui mettait ensemble l'effort et régénérer soi-même. C'est pour la performance haute durable. Il faut savoir quand on peut mettre vraiment tous les efforts à fond, mais savoir aussi notre régénération. Donc cette troisième voie que j'appelle maintenant la performance régénératrice, ça n'abandonnerait ni les objectifs, ni les aspirations, ni les efforts, mais privilégie la flexibilité de l'optimisation rigide. Donc, au lieu de comparer chaque journée à un pic idéal, on commencerait par évaluer honnête les ressources disponibles. Plutôt que des protocoles détaillés, elle s'appuierait sur les principes adaptables favorisant le renouvellement et la croissance. Le concept de performance régénérative est né de cette expérience. Donc maintenant, on va voir cette personne qui viendra sur scène et j'aimerais qu'on regarde Mona devant qui a sur sa tête le EEG. C'est un électroencéphalographie qui est connecté à mon ordinateur derrière. On peut voir les fréquences de son cerveau. C'est assez technique, mais c'est un peu comme les vitesses d'une voiture. Ce n'est pas exact, mais c'est une base pour construire un bon modèle.
on peut voir les fréquences basses qui s'appellent les delta, les vagues delta, et on peut juste voir ça quand les gens dorment profondément. Après, on a les vagues θ. Quand on voit des moments aha, où on est surpris, disons. Et après, on a les alpha, qui est associé à être calme ou alerté. Et ensuite, on a bêta, qui est principalement quand on est réveillé. Ça va de bêta basse, comme maintenant, ou bêta élevé, quand on commence à être stressé. Et finalement, on a gamma, qui est le plus rapide, quand on voit, quand on est en train de se concentrer, quand on est en train d'apprendre. Et maintenant, n'importe quel moment, on peut voir sur l'écran les vagues de fréquence du cerveau de Mona. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce qu'on peut avoir le micro, si on peut l'entendre aussi? Et de savoir son point de vue. Merci de nous rejoindre. Donc, voyons si on peut voir votre activité de cerveau, mais ne soyez pas stressé. Donc, je vais regarder maintenant. Donc là, on peut voir, il y a 14 secteurs, senseurs, et ça régénère visuellement. On peut voir les hauts et des bas. Quand, par exemple, vous êtes revenu quand vous êtes arrivé sur scène. Donc, on peut voir ces vagues sous un autre angle. Ça, c'est l'activité de votre cerveau visualisé. Regardez le rouge, ça c'est le plus rapide. Ça c'est quand vous voyez quand le stress. Donc j'imagine que vous êtes un peu stressé. Donc j'aimerais qu'on fasse une petite expérience. Donc je vais simuler ce qui se passe dans un travail de base. Donc l'audience, vous pouvez aussi prendre partie. J'aimerais que vous vous souvenez de 5 mots. Donc essayez tout le monde. Et souvenez-vous de chat, pomme, camion, burger, téléphone. Est-ce que vous vous souvenez? Maintenant, j'aimerais que vous j'aimerais que vous pensiez à 15 fois 19 dans votre tête. Vous voyez dans vos... Je suis horrible en maths. Est-ce que vous pouvez me dire les 5 lettres de l'alphabet en anglais en arrière, commençant par Z? Ah, c'est difficile, non? Est-ce que vous pouvez vous souvenir des 5 mots? Combien est-ce que vous vous souvenez des 5 mots? Combien de personnes se souviennent des 5? Oui, c'est bien. 4 pommes. Burger, pomme, chat. Yeah. So, what you've all experienced now. Ce que vous avez, l'expérience que vous avez vue aujourd'hui, on peut avoir dans notre mémoire courante, on peut avoir 3 à 5. 5 mots, mais je l'ai fait plusieurs fois, donc moi je m'en souviens. Le plus vous êtes stressé, le plus c'est difficile de vous rappeler des choses. Il y a un niveau de complexité. Ensuite, il y a la pression du temps. Comme ça, j'ai dit 15 fois 19. Je vous ai donné... j'ai essayé de vous donner ça dans un moment rapide. Et ensuite, des autres tâches qui étaient un peu stressantes. Et aussi, ce n'est pas durable ce que je vous ai demandé. On doit avoir une façon plus simple
regarder à nos cerveaux. Merci, Mona. Donc, gardez cette image en tête pendant le reste de cette séance. Malheureusement, on ne peut pas mettre cette casque à tout le monde. Donc, comment est-ce qu'on peut faire comprendre aux personnes de ce qui se passe dans leur cerveau? Donc, j'ai les différentes vitesses cognitives. Donc, c'est un peu comme le battement du cœur, par exemple, quand vous courez. Donc, ça peut, ça nous aide à avoir l'intensité du sport ou de l'activité physique qu'on fait. Donc, ça peut nous aussi nous aider au cerveau, donc de travail. Donc, on voit par exemple le niveau de concentration de cognitive élevé. C'est une concentration soutenue quand on travaille, donc par exemple dans un travail avec une proposition importante. Et quand on a de l'autre côté l'état faible de l'activité cognitive, ça se caractérise un peu plus par le repos éveillé, une activité de faible ou faible d'intensité. Tranquille, assis tranquillement. Et au milieu, on a le niveau cognitif intermédiaire qui comprend les tâches qui demandent une certaine attention, comme traiter des emails, etc. Et moi, si je vous demande la plupart du temps, où est-ce que vous passez votre journée? Et c'est la cognitive intermédiaire. Rarement on a assez de temps, on n'a pas assez de temps pour se reposer. La bonne nouvelle, c'est que ça ne peut pas être tout le temps comme ça. On va utiliser ça comme cadre. Je vais dire des tactiques qu'on peut adresser sur ces différentes vitesses. Vous auriez votre propre carte que vous pouvez vous consacrer et passer du temps à vous comprendre et votre cerveau aussi. Donc, vous vous souvenez de Sarah au début? Donc, Sarah est vraiment une personne avec qui je travaille. Quand j'ai commencé à travailler avec Sarah et son équipe, c'était clair qu'il travaillait beaucoup d'heures, plus de 60 heures. Est-ce que c'est familier cela? Comme Sarah, comme nous, on était coincés dans le niveau cognitif intermédiaire. On devait voir une façon de prendre en main ce défi. Email inboxes. The second principle. Donc, le premier principe, c'est de bien conduire votre comportement vis-à-vis des emails. Donc, on va aller au principe numéro 1. Donc, je ne sais pas si on a fait... Donc, comment traiter les emails comme des messages instantanés. Et je crois que Sarah est tombée dans cet piège. Elle fait bien sûr... Elle garde toujours ouvert les emails à l'arrière-plan, comme 80% des gens. Donc, vous savez que 42% donc, avouent qu'ils utilisent les emails même dans les toilettes. Donc, Sarah, on dit non, on n'est pas dans ce groupe-là, mais on savait une façon comment faire face à ce défi. Ça veut dire que plus on passe de temps sur les emails, donc il y aura plus de stress. Donc le plan que nous avons mis en action pour Sarah et pour son équipe, c'est de se concentrer sur 3 étapes. Première étape, donc repenser ces promesses implicites de répondre à tout email rapidement. Je comprends bien sûr, il y a des emails qui sont urgents, donc intérieurement, extérieurement à l'entreprise, mais souvent on tombe dans le piège de répondre à tous les emails
aussi rapidement que possible. Et donc, il faudrait que... Et dans le deuxième point, donc, de, de prendre de prendre les emails donc à certains points de la journée. Donc, et il faudrait par exemple vérifier les emails à un certain moment de la journée. Donc, par exemple, 5 fois par jour, ou même 6, ou même 3%. Donc, c'est de changer. Au lieu d'être tout le temps concentré sur les emails, mais à des autres. Et ça, aussi, on fait un reset, donc, avec les collègues, avec des communications alternatives. Ils utilisent des WhatsApp. Si vraiment vous avez une question très importante, il peut l'envoyer sur les WhatsApp au lieu des emails. En adoptant ces techniques, donc à sauvegarder au moins 1 heure par personne dans la compagnie. Et il y a une estimation que, donc, avec ces mêmes techniques, il sauve plus de 180 heures par an. Donc, on a trouvé une façon de se bien conduire avec les emails, les boîtes à emails. Et aussi, c'est les meetings aussi, et les réunions d'employés. Est-ce que vous savez, le nombre de réunions a augmenté de plus de 153% durant les dernières années. Ces données sont fascinantes. On peut voir maintenant combien d'invitations de meetings ou de réunions qu'on reçoit. Mais qui a fait l'appel pour les réunions? On a vu qu'il y a un type d'employés qui travaillent et ils marchent et ils sont connus pour faiseurs de réunions ou de meetings. Donc, ces gens-là ne peuvent pas voir qu'on peut résoudre un problème à moins d'être 7 personnes et tout le temps en meeting. Donc, ces faiseurs de meeting, ils veulent encore un autre meeting dans votre agenda. Et donc, on peut utiliser des données pour identifier ces 5% des employés qui sont faiseurs qui sont donc responsables de mettre en place 60% des meetings ou des réunions. Donc, Sarah voulait donc couper cette compte et couper l'accès à l'Internet. Non. Donc, bien sûr, ça ne peut pas être faisable. Donc, l'équipe de Sarah a fait une expérience pour ces 6 semaines. Ils ont mis donc ce tableau. Enfin, il faudrait répondre à 4 questions avant d'avoir ce meeting. Est-ce que vous y avez pensé vous-même avant? Une fois que vous avez pensé à cela, posez-vous la question, est-ce que j'ai besoin donc de ressources extérieures pour progresser? Peut-être une recherche sur Internet, peut-être en utilisant les outils de IA. Et troisièmement, est-ce que ce sujet demande donc une interaction temporelle en temps réel? Combien de meetings peuvent être remplacés avec un seul email avec peu de mots? Donc, si vraiment il y a une demande de meeting très importante, donc il faudrait savoir quel c'est le meilleur outil pour la réunion. Ça peut être en personne. Peut-être vous avez besoin d'une réunion virtuelle. Peut-être vous prenez un téléphone. Donc, si vous êtes dans le même bureau, vous pouvez aller voir votre collègue face à face. Donc, je dirais, c'est la façon dans laquelle on travaille dans la plupart du monde. Il faudrait donc préparer et planifier ces meetings. Il faudrait le faire en 3 étapes. Tout d'abord, il faut être très clair au sujet de l'objectif de cette réunion, de ce meeting. Deuxièmement, donc être clair des personnes qui doivent être dans le meeting, c'est-à-dire que nous avons des rôles qui sont bien spécifiques. Troisièmement,
donc s'engager à être totalement présents. Donc, selon des données de Microsoft, 80% donc, font des multitasking dans la réunion, c'est-à-dire avec multiple tasks. Donc, et cela, ça arrive à plus de 20%. Je ne suis pas contre les meetings. Je suis pour les meetings de qualité. Il y avait une étude de cas qui a été publiée, bien sûr, sur 76 grandes entreprises. Quand elles réduisent le temps de meeting, donc le stress des employés baisse de 26%. Donc si on réduit les meetings de 20%, le stress des employés baisse de 26%. Et la productivité peut être augmentée de 35%. Finalement, Sarah et son team donc, ont dû utiliser des alliances avec l'IA, même si la moitié des employés sont concernés par le fait où ils craignent que l'IA va les changer. Donc, c'est à peu près ça, 45%. Donc, ils veulent expérimenter avec ces outils et nous avons trouvé qu'il y a 3 applications de IA qui pouvaient aider pour Sarah et son équipe. Nous avons utilisé donc on a utilisé ces outils émergents pour résumer tous les meetings et donc ça joue beaucoup sur les emails et aussi ils peuvent enregistrer, faire du transcript sur les meetings et bien sûr qu'on puisse on a trouvé que c'est très important pour les personnes qui sont invitées dans le meeting, mais aussi ceux qui sont dans le processus d'expérimentation et ont pu arriver à résumer des notes sans rajouter le nombre de personnes. Et cela a augmenté l'efficacité. Ils ont utilisé donc des IA génératives avec plus de des emails orientés vers les actions plus précis. Donc, tout le monde est clair que à peu près qui a sauvé au moins 1 heure du travail de chacun. Donc, au fait, adopter l'IA peut sauver 30 minutes par jour. Donc, ça veut dire 100 heures chaque année. Donc le temps que nous avons gagné, nous pouvons bien sûr travailler sur un travail très concentré. Donc, vous rappelez un peu Michael au début de cette histoire. Il s'est désengagé. Il est sorti donc à 17 heures. Donc, on voudrait aider Michael de reconnaître la profonde satisfaction qui est cause de travail profond. Donc, quand Michael travaille, nous avons travaillé avec lui, nous avons dit, quand est-ce que vous vous sentez, vous êtes au plus haut de votre performance? C'est-à-dire, il préfère être de nuit, donc il fait, donc quand j'ai donné un défi à Michael, 1 fois par jour, donc venez à travailler, en retard la nuit pour finir en retard. Et Michael a trouvé, il a réalisé des choses en moins de temps et il a aimé son travail. Donc, quand est-ce que vous vous sentez que vous êtes au meilleur de vous-même? Donc, il y a des gens qui adorent être très, très tôt dans la journée. Il y a aussi des personnes qui sont entre les deux. Donc, les performances cognitives varient entre 20 à 40% dans la journée. Donc, la nature de cette varie entre très tôt dans la journée ou tard dans la nuit. Et donc, il y a un rythme. Cette variation dépend de votre chronotype, c'est-à-dire de votre préférence innée en matière de rythme. Notre corps et notre cerveau possèdent un rythme largement régulé par une horloge maîtresse située au plus profond de notre cerveau, appelée noyau suprachiasmatique.
Cette structure combinée à un autre système fonctionnant davantage comme un sablier détermine les moments où nous sentons le plus en alerte et les plus somnolents. Environ 25% d'entre nous sont naturellement des lève-tôt, 25% sont des couche-tard et les 50% restants se situent quelque part entre les deux. Donc cette montée pique donc le matin, très tôt le matin. C'est un, bien sûr, moment très important de chronotype pour les gens qui sont très tôt. Les personnes du soir, en revanche, connaissent le regain d'énergie au réveil, subissent une baisse similaire au milieu de la journée, puis atteignent leur pic d'énergie en fin d'après-midi ou en soirée. C'est une très bonne opportunité pour donc une pause plus prononcée. Donc on peut parler de pause de déjeuner et ça continue dans le monde entier. Avec le message est très simple. Donc la haute performance durable émerge. Donc, contrairement à ce que les adeptes du club des 5 heures du matin voudraient nous faire croire, se lever tôt n'est en rien moralement supérieur. La seule mauvaise approche consiste à lutter contre sa biologie au lieu de l'accepter. Ce chronotype est plus qu'une simple préférence, il repose sur une base génétique puissante. La conclusion est claire, nous disposons d'une période limitée propice à une propense cognitive optimale. Donc, quand j'ai préparé ce contenu, je l'ai testé bien sûr avec ma femme et mes proches. Donc ma femme m'a rappelé donc un incident. Nous avions 2 enfants, donc à ce c'était 2 proches. Donc elle est partie à Naples pour voir les enfants en France par exemple. Et je travaillais aux États-Unis avec la différence horaire. Donc je travaillais la nuit, donc peut-être en ayant un type brillant, donc je pouvais donc me joindre à la conférence donc avec mon AirPod et aussi être avec les enfants et la famille en même temps. Vous comprenez? Donc Anna a trouvé que c'était un chaos. Donc aussi des enfants qui se bagarraient. Il y avait bien sûr un plateau sur la table qui s'est brisé. Donc Anna a expliqué que des tâches multiples pour les gens comme ça ne fonctionne pas très bien. Donc en fait, 2,5% seulement de gens qui sont donc avec des tâches multiples. Mon conseil à vous-même, c'est 40% donc de passer en multitasking en une tâche. Donc, identifiez votre première priorité et pas autre chose. Donc, en final, nous considérons bien sûr comment Michael travaille. Donc en se concentrant, en éloignant des distractions. Est-ce que vous allez voir donc quand vous avez un smartphone devant vous sur la table ou le bureau, il y a 10% qui sont partis. Donc si on peut récupérer cette capacité cognitive, nous pouvons augmenter 10%. Donc s'il n'y a pas de distraction, si on met les notifications off, donc la productivité va augmenter. Il faudrait re-entraîner votre cerveau. Donc la période où il y a donc une concentration très haute du cerveau avec 5 minutes de recouvrement. Donc 25 minutes, ça peut être long. Donc ne vous interrompez pas sans nécessité. Donc, il faudrait que cette satisfaction interne vient avec le travail profond. Donc, on dit on peut travailler 33% plus rapidement avec moins de stress et aussi dans l'industrie. Donc, apporter des connaissances cognitives peut apporter une avancée à travers 5 secteurs d'un montant de 468 milliards de dollars de gains. Donc,
Donc finalement, nous pouvons avoir du temps pour les tâches qui sont moins de vitesse. J'ai un ami qui est exécutif dans une entreprise. Je sais qu'il a des problèmes de sommeil. Donc, on va l'appeler Dave. J'étais avec Dave. Je savais que donc en mauvais tempérament à ce moment. Et donc et aussi son sens de l'humour n'est pas normal. Donc je lui ai dit, Dave, comment tu dors ces derniers jours? Et il m'a regardé et sincèrement, sérieusement, James, il a dit, je dors comme un bébé. Dave, c'est formidable. Mais pourquoi tu as l'air triste? Mais en fait, je me réveille en criant, par exemple. Donc, beaucoup d'employés ont un manque de sommeil. Et bien sûr, votre connaissance cognitive, le sommeil est important pour l'émotion intelligente. Et aussi, au niveau individuel, nous savons que le stress, sans avoir beaucoup de sommeil, apporte beaucoup de stress. Ça s'appelle le cycle anxiogénique et de travailler 18 heures. Donc, votre performance cognitive, c'est au fait, c'est d'être ivre, c'est pour être ivre complètement, comme en Europe. Donc, la qualité du sommeil et aussi le bien-être, la performance. Beaucoup de gens ont besoin entre 7 et 8 ans d'heures de sommeil. Est-ce que vous pouvez vous réveiller sans alarme, sans réveil? Donc j'ai quatre. Donc la consistance c'est une clé. Donc deuxièmement, l'obscurité est votre ami. Donc si vous voyez votre main, ça veut dire que votre chambre à coucher est pas très noire ou sombre. Et aussi le café, donc il faut l'arrêter au milieu de la journée. Et les gens ont trouvé qu'ils ont importé. Et bien sûr, ils ont pensé en encre. Donc, écrivez des détails ou de quelque chose que vous voulez faire pour demain. Et donc, ça réduit le monde. Donc, quand j'ai implémenté j'ai implémenté cela. Donc, on a eu une meilleure sommeil, 54 minutes de gain. Donc, le boost du mood de votre tempérament veut nous emmener à gagner plus de 230 millions de dollars. Donc, Finalement, ce que j'aimerais parler aujourd'hui, c'est les pauses pendant la journée. Donc, la moitié des personnes ne prennent quasiment jamais de pause pendant la journée. Mais des fois, le travail le plus important n'est pas le travail en soi-même, c'est de prendre des pauses. Quand vous avez besoin de prendre une pause, prenez la pause. Quand vous avez les expériences de burn-out qui sont à 2%, vous pouvez vous soulever avec 26%. C'est ce qui rend un bon travail. Prendre des pauses, c'est ce qui rend un bon travail bon. Ce cadre est très important qu'il faut regarder d'une façon individuelle ou d'une façon en équipe. Essayez toutes ces différentes techniques. Réinvestissez votre bonne pratique pour la cognitive élevée qu'on peut voir ici sur l'écran, sur les compagnies de S&P 500. Prendre soin de soi-même augmente énormément de pourcentage.
J'aimerais que vous pensiez cela pendant une seconde, pendant qu'on est en train de fermer la conversation d'aujourd'hui. Ça peut avoir une façon de penser régénérative. Non seulement ça aide pour le travail qu'on fait à travers la journée, mais ça aide pour le futur de notre travaux et sur le long terme avec le système de ripple effect. C'est par rapport à il faut trouver un nouveau rythme, une nouvelle façon de faire pour se régénérer. Et ça, c'est la troisième façon d'avoir l'excellence durable.